Alors, chers amis, nous allons poursuivre ces cours. Nous avons commencé par examiner les institutions de l'Union européenne et là nous abordons d'autres sujets, mais à chaque fois un thème est traité pour l'UPEC. Cette fois-ci évoquer les droits de l'homme en Europe, la protection des droits de l'homme en Europe. C'est la grande œuvre du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe des 47 États membres. Cette Europe-là a réalisé en 1950 une convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et il est intéressant d'avoir un regard sur cette convention, d'observer un peu comment elle fonctionne. On peut d'abord constater que cette convention fonctionne sur un certain nombre de principes. Les États ont en partage ces principes à l'occasion de la mise en place de ce texte en 1950. Ces principes sont de 4 ordres. D'abord un principe de solidarité, c'est-à-dire que les États ont décidé de travailler ensemble pour protéger et défendre les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire européen. Ils sont solidaires dans ce travail et cette solidarité est un peu différente du droit international ordinaire, puisque dans le droit international ordinaire, au fond, les États font une chose parce qu'un autre fait la même chose. Deuxième principe, c'est le principe de souveraineté. Ce n'est pas parce que les États sont solidaires pour défendre les droits de l'homme qu'ils abandonnent leur souveraineté. Et cette souveraineté est exprimée par le fait qu'ils ratifient, ou ils ont ratifié la Convention, ratifié ces protocoles successifs. Il y a dorénavant 14 protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme. Troisième principe, l'effectivité. Là, il est intéressant d'observer que la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme plus exactement, souhaite que ces droits soient effectifs, soient réellement réalisés dans les États. Ce n'est pas seulement de beaux textes, mais il faut que ces droits soient respectés, mis en œuvre dans chacun des États. Donc l'effectivité est l'élément fort. Et enfin, dernier principe, la subsidiarité. Subsidiarité, c'est un terme que l'on retrouve dans beaucoup de droits, notamment au niveau du droit de l'Union européenne. Mais pour les droits de l'homme, ce qui est intéressant à observer, c'est que ce système international de protection n'intervient que si les systèmes nationaux ont réellement fonctionné, et d'où cette idée de subsidiarité. Alors, quels sont maintenant les droits qui sont protégés dans cette Convention européenne des droits de l'homme? Il est intéressant d'observer qu'il y a 3 types de droits. Les droits du citoyen, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de réunion, l'interdiction de discrimination et la participation aux élections politiques. Donc les droits du citoyen sont reconnus par cette convention. Deuxième grande catégorie de droits qui sont reconnus, les droits de la personne, le droit à la liberté, à la sûreté, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée, le droit à la famille par exemple, le droit au respect des biens. C'est donc les droits dont disposent les personnes individuelles. Et enfin, un troisième domaine de protection, c'est la garantie juridictionnelle. La Convention veille à ce que, effectivement, la justice fonctionne bien dans les États membres et il y a la nécessité d'une bonne justice, d'un bon fonctionnement de la justice. Alors, là, voilà les droits protégés. Trois catégories de droits protégés, droit du citoyen, droit de la personne, garantie juridictionnelle. Et puis, il y a enfin, et là c'est peut-être le plus important qu'apporte la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un système de protection. Un système de protection, un système permettant aux citoyens européens d'aller vers une cour internationale pour défendre leurs propres droits, et cet élément est important. En effet, si la Convention n'était simplement qu'une reconnaissance de droits, d'une certaine manière, c'est déjà fait au niveau international, il n'y a pas un apport considérable. En revanche, le système de protection est un système très original, puisque c'est un système qui permet à des citoyens européens de saisir une cour internationale pour voir reconnaître leurs droits, et c'est un élément essentiel. On a beaucoup dit que c'était en quelque sorte la pièce maîtresse du système de la Convention européenne, ce recours à une cour internationale sur ce point. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette cour internationale est située, bien sûr, pour l'instant à Strasbourg, elle est à Strasbourg, mais qu'elle est composée de juges appartenant à chacun des États membres, 47 juges appartenant aux 47 États membres du Conseil de l'Europe. Cette Cour internationale, elle a différentes
composition bien sûr, allant de chambre à grande chambre, bien évidemment. Mais ce qui compte surtout, au-delà du fonctionnement général, c'est l'existence de recours. Et il y a aujourd'hui deux types de recours possibles devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les recours des États, ce qu'on appelle les recours interétatiques, et les recours des particuliers. Si l'on regarde les recours des États, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un État qui constate que dans un autre pays les droits ne sont pas respectés peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire éventuellement condamner cet État pour violation des droits. Il est vrai que ce recours interétatique est relativement peu pratiqué de manière concrète parce que chaque État n'aime pas trop envie que l'on le montre du doigt d'une certaine manière, que l'on dénonce ces mauvaise gestion des droits de l'homme dans son propre pays. En revanche, le deuxième type de recours, c'est le recours, cette fois-ci, individuel. Le recours individuel est une arme très précieuse au bénéfice des citoyens des États membres du Conseil de l'Europe, puisque cela veut dire qu'un ressortissant européen ou un ressortissant d'un autre État, mais vivant sur le territoire européen, qu'un ressortissant européen peut dénoncer une violation de ses droits devant une cour internationale et par conséquent arriver éventuellement à faire condamner son propre pays pour violation de droits fondamentaux. Alors, ce recours individuel est un des rares qui existent dans le monde. Il y a d'autres pratiques ailleurs, mais beaucoup moins développées sur ce point. Et chaque année, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts condamnant des États. C'est près de 2000 arrêts qui sont rendus par la Cour européenne des droits de l'homme chaque année. Certains États sont un peu plus condamnés que d'autres parce que les violations des droits de l'homme sont peut-être plus importantes et plus fréquentes. La Cour est très ouverte au recours. Il faut bien sûr que la personne ait été victime d'une violation, qu'elle ait d'abord épuisé les voies de recours sur le plan interne avant de pouvoir saisir la Cour. Et si la Cour constate ou considère qu'il y a effectivement une violation de ses droits dans le pays qui est dénoncé par le requérant, la Cour va, d'une certaine manière, condamner l'État pour violation de telle ou telle disposition de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il y a des domaines dans lesquels il y a peut-être plus de recours, plus de condamnations. Ce sont les domaines qui touchent au fonctionnement de la justice, au fonctionnement des prisons, par exemple. Et il y a de ce point de vue-là assez fréquemment des arrêts de la Cour. Une fois que l'arrêt est intervenu, bien évidemment, l'État est dans l'obligation de respecter l'arrêt de la Cour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, à la fois vis-à-vis de la personne qui a dénoncé cette violation, mais de manière plus générale en faisant disparaître les législations qui sont contraires aux droits et aux libertés fondamentales. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer, de manière très brève bien sûr, mais sur l'existence d'une Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe qui rend beaucoup de services aux Européens. Alors on pourrait conclure que cette Cour est peut-être dorénavant victime de son succès. Elle est très saisie, peut-être trop saisie, mais elle est très saisie, mais c'est vrai qu'elle a au fond à traiter une population de près de 800 millions d'individus. Cela va de l'Islande jusqu'à Vladivostok en Russie, c'est-à-dire un territoire immense susceptible d'amener des personnes devant la Cour pour dénoncer un État. Je vous invite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, à regarder le site internet de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'on y voit les audiences de la Cour en direct, et c'est tout à fait passionnant et intéressant. Merci.